Très rapidement, il a volé en supersonique dès son premier vol, malgré toutes ces nouveautés, et nous avons fait en 3 ans un taux de vol record. Derrière, nous avons fait la version de série avec ses prototypes de définition pour l'armée de l'air et pour la marine, et là aussi, les choses en développement, en essai, sont allées relativement vite. Mais là où nous sommes un petit peu frustrés, effectivement, c'est que pour des raisons qui ne sont ni techniques ni liées à une éventuelle augmentation du coût de l'avion, car les coûts n'ont pas augmenté, les arbitrages budgétaires globaux de la défense ont amené à consacrer moins d'argent que prévu au programme Rafale, comme à d'autres programmes d'ailleurs, et ceci a ralenti ce programme dans sa production de série. Donc, d'un côté, une grande satisfaction sur tout ce qui a été la mise au point extrêmement rapide, et de l'autre côté, un peu de frustration parce que les équipes industrielles étaient capables de produire pour les clients bien plus rapidement des quantités importantes de Rafale. Le challenge qui a été donné à Dassault et à ses partenaires a été de réaliser cet avion justement pour toutes ces missions RR, Air-Sol. Être capable d'aller à Mach 2, être capable d'aller à très grande vitesse près du sol, en supersonique y compris près du sol, tout ceci nous a conduit à choisir une configuration générale, une configuration aérodynamique assez nouvelle. Elle tranche par rapport à ce que nous avions dans les avions de série précédents qui étaient en service dans l'armée de l'air, et elle s'appuie sur des développements que Dassault a conduits au travers de programmes où l'on trouve une aile delta avec des canards à l'avant, puisque c'est ainsi que nous appelons nos gouvernes, un prototype Mirage 4000 qui nous a beaucoup servi, et également le prototype, l'avion expérimental ACX, sur lequel nous avons vérifié que nos concepts aérodynamiques étaient les bons. On parle effectivement des canards de l'avion. Ces canards contribuent en permanence à le meilleur vol possible pour l'avion. Donc dès que l'avion part dans des points de vol relativement difficiles pour lui, c'est-à-dire très grande vitesse ou surtout basse vitesse, les canards agissent pour optimiser en permanence l'air qui va sur les ailes et donc faire en sorte que l'avion soit toujours au mieux de ses capacités. Donc typiquement, les canards sont utilisés pour se poser, mais sont utilisés en vol pour évoluer et améliorer la manœuvrabilité de l'avion en combat. Et la position du canard est importante. Je note que nous différons fondamentalement de la configuration de l'Eurofighter, car le canard de l'Eurofighter est placé bien plus à l'avant et donc l'aile ne peut pas bénéficier des effets d'écoulement sur la voilure. Nous avons choisi un système d'entrée d'air que nous appelons semi-ventral pour 2 raisons. La première, pour rendre l'avion assez discret, assez furtif, et la deuxième, pour que lorsqu'il fait des manœuvres à fort angle dans le combat, les entrées d'air soient toujours bien alimentées, donc les moteurs soient bien alimentés. C'est là une condition du vol. Donc je dirais que le programme Rafale, dans sa configuration, est le résultat d'une vingtaine d'années d'études et d'essais au travers de prototypes qui se trouvent concentrés sur ce programme qui entre maintenant en service opérationnel. Les matériaux par exemple. Matériaux composites, c'est-à-dire la fibre de carbone, toute l'aile, mais également la dérive, les canards et des éléments de fuselage sont réalisés en fibre de carbone. Pourquoi? Plus léger, plus résistant et quasi insensible au vieillissement. Une deuxième caractéristique très nouvelle, ce sont les commandes de vol électriques. Certes, chez Dassault Aviation, nous faisons des commandes de vol électriques depuis assez longtemps, notamment le programme Mirage 2000, mais là, j'allais dire, c'est le fin du fin, puisque nous sommes 100% commandes de vol électriques, de la dernière technologie où l'électronique est totalement numérique. Là aussi, une grande nouveauté. Un troisième domaine de technologie concerne l'installation de l'équipage. Le cockpit, que ce soit dans la version monopilote ou équipage à 2, est entièrement nouveau, avec un pilote particulièrement bien placé pour supporter des accélérations élevées, mais également pour avoir un accès facile à son système. On peut citer un autre élément dans la technologie nouvelle, le radar. Grâce à ces technologies de balayage électronique, le radar peut en même temps scruter le ciel pour détecter des hostiles RR et en même temps lire le sol pour faire du suivi de terrain. C'est le seul radar au monde qui soit capable de cette double configuration.
C'est la première fois qu'il existe un radar comme ça en France, c'est-à-dire que la plupart des radars classiques bougent dans tous les sens pour pouvoir balayer un grand volume dans le ciel, alors que celui-là, ce sont les émetteurs, des émetteurs spécifiques qui chacun émet dans une direction donnée et font ce balayage sans nécessité de mouvement de l'antenne. Ce radar permet de continuer à faire de la recherche de cibles tout en maintenant un accrochage sur des cibles présentes. Les capacités sont confidentielles, mais néanmoins on peut dire que on peut maintenir en permanence presque une dizaine de cibles accrochées par ce radar tout en continuant à chercher autour. Ce deuxième capteur, ce sont deux petites sphères qui sont sur le sommet du radar et qui sont en fait des caméras de télévision, caméras normales de jour et caméras de nuit, caméras infrarouges qui permettent de visualiser, détecter et également de mesurer par un laser la distance des cibles qui sont vues à ce moment-là. Alors quand on allume un radar, par le système de contre-mesure donc de capteurs que les autres avions ont et que cet avion a également, on en parlera plus tard, on peut effectivement se faire détecter à très très grande distance et donc ne plus être discret. Et dans le combat aérien moderne, la première des choses, c'est d'être discret. C'est pour ça que les Américains développent des avions furtifs et cet avion a également des caractéristiques de furtivité. On a différents systèmes passifs, on a les caméras de télévision et on a également un système d'écoute intégré qu'on appelle le système de contre-mesure. Ce système a un certain nombre d'antennes. Alors les performances du Rafale, c'est finalement un sujet intéressant, mais dans la mesure où c'est pas le domaine de vol d'un Rafale n'est pas considérablement supérieur à celui d'un Mirage 2000 par exemple. C'est pas un domaine dans lequel il y a un bond en avant. Il est même dans certains coins plus restreints. Par exemple le Mach, un Mirage 2000 va à Mach 2, un Rafale à Mach 1.8. En revanche, vers les basses vitesses, on va plus lentement qu'un 2000. Aujourd'hui, si vous voulez, l'armement, les missiles s'occupent de faire la différence. On court plus derrière un chasseur à Mach 2, ça sert à rien, ça consomme énormément de pétrole et ça ne sert à rien. En revanche, on envoie des missiles qui sont plus performants et qui vont plus loin. Schématiquement, cette partie du haut Mach ne nous intéresse plus. En revanche, les basses vitesses nous intéressaient beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est de la performance à l'atterrissage. Un avion qui se pose lentement atterrit beaucoup plus court. Ça, c'est très important pour se poser sur des pistes sommairement aménagées ou des pistes qui ont été bombardées, donc qui ont des trous. Il faut que les avions soient capables de se poser court. Autre gros avantage, on voulait faire un avion marin. Pour un avion marin, c'est très intéressant d'approcher lentement. Pourquoi? Parce que ils sont arrêtés par des brins d'arrêt. Ces brins d'arrêt emmagasinent une certaine énergie. Et ça, l'énergie, c'est fonction du carré de la vitesse. Et les quelques nœuds que vous gagnez dans la vitesse d'approche, c'est de la masse que vous pouvez embarquer sur l'avion. Ramener donc du pétrole pour la sécurité ou des armements non tirés, c'est de la commodité opérationnelle. Donc ça, c'était très intéressant. Et là, on a gagné 30 nœuds sur les vitesses d'approche pour un avion qui est plus lourd que le 2000 par rapport à un 2000. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de glissement finalement du domaine de vol vers les basses vitesses. On a pensé l'avion marin. Et puis, quand même, pour que l'armée de l'air n'ait pas à se pénaliser de toute la masse en trop, on a enlevé les choses qui n'étaient pas strictement indispensables pour les remplacer par des pièces plus légères. Donc le train, par exemple, le train est plus léger. C'est un train d'armée de l'air, considérablement plus léger. Mais la soute de train est la même, c'est-à-dire que vous mettez un train plus petit, plus léger dans la même soute. Ce qui fait qu'on n'a pas été obligé, on n'a pas fait l'avion fondamentalement différent. On peut voir effectivement qu'il a un train avant très très solide, beaucoup plus gros que les autres, et c'est ce qui permet et le catapultage et l'appontage, mais surtout le catapultage de l'avion sur le porte-avions. Si on regarde ce train, on s'aperçoit que l'avion est plus cabré qu'un avion air. En fait, on a 5 degrés d'assiette supplémentaire, c'est-à-dire le nez monte de 5 degrés au-dessus de l'horizon. Et effectivement, quand on est à bord, on se rend compte de cette différence assez facilement, de par sa position vis-à-vis du monde extérieur, mais également vis-à-vis des instruments qui sont un petit peu différents.
Ce qui fait qu'au résultat, vous avez un avion marin, une différence de masse entre l'avion, de poids entre l'avion air et l'avion marin, qui est plus faible que ce qu'elle aurait été si on avait pris la démarche complète de navaliser un avion air. Mais vous avez un avion air plus lourd que ce qu'il aurait pu être s'il n'avait été que air, mais un avion marin plus léger que si on avait pris la procédure ancienne. Alors la navalisation d'un aéronef, c'est un sujet que je crois connaître assez bien et qui me passionne. Pour être tout à fait franc, je ne devrais peut-être pas dire ça sous ces murs, mais navaliser un avion, c'est-à-dire prendre un avion terrestre et en faire un avion marin, n'a jamais réussi nulle part. Tous les avions navals qui volent dans le monde sont des avions conçus pour ça, et bien souvent, ils sont utilisés par des armées de l'air. Vous avez le A4, vous avez le F4, vous avez le Skyhawk, le Phantom, le Tomcat, le F-18, et j'en passe, mais il y en a eu plein, sont des avions navalisés, utilisés exactement comme ça par les armées de l'air. Le débat est français. On n'a pas réussi encore en France, mais ça viendra peut-être un jour, à prendre un avion marin et dire il peut être utilisé par d'autres. Il peut ne pas aller sur un porte-avions. C'est pas obligatoire. De quoi est capable cet avion? On fait un avion capable de ça, on le rend naval et on le donne au client en disant voilà, on est capable de faire l'émission, vous allez sur un bateau ou vous y allez pas, c'est votre problème, mais on n'a pas considéré le problème sous cet angle-là, jamais, en France. Et chez Dassault, non plus, pour être clair. Avion, aujourd'hui justement, nous avons effectué le dernier vol de qualification du standard. Le standard, c'est le premier standard pour les marins, le standard F1. Cet avion vole déjà avec un standard opérationnel, mais on a terminé l'intégration des derniers éléments, notamment des systèmes de contre-mesure, ce qui permet à l'avion de s'auto-défendre par rapport aux autres avions, notamment dans le domaine de l'électronique. Et donc on a terminé cette intégration et les vols que nous venons de faire étaient faits donc pour la qualification de ces éléments. Le standard F1, c'est essentiellement un avion qui fait de l'air-air, donc de la surveillance du ciel, de l'interception et de la défense aérienne pour le territoire français, mais également donc l'environnement du porte-avions. Cette configuration, qui est la configuration de base pour la marine, 3 bidons, donc ce sont des bidons d'essence pour faire fonctionner les moteurs, 3 bidons de 1 tonne chacun, et 6 missiles, 4 missiles Mika, sont des missiles d'interception longue distance, et 2 missiles de combat aérien magiques, missiles de combat donc courte distance. Ce sont des bidons qui peuvent être largués effectivement. Donc dans cette configuration, l'avion peut voler en supersonique, mais si le pilote a besoin de rendre son avion plus léger pour pouvoir être plus manœuvrant ou bien d'aller encore plus vite, donc d'augmenter sa performance, il peut effectivement, dans le poste de pilotage, commander le largage des bidons. Avec ces bidons, il a une autonomie, ce matin nous avons volé presque 2 heures, tout va dépendre de la mission qu'il va faire, mais pour la mission de défense aérienne, on peut dire qu'entre 2 heures et 3 heures d'autonomie, en fonction du travail effectivement du moment. S'il doit faire une interception et s'il utilise la post-combustion, à ce moment-là il y a une consommation plus importante. C'est un peu comme dans une voiture quand vous accélérez pour dépasser. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'on va consommer plus de pétrole et l'autonomie est moindre. Mais globalement on peut dire entre 2 et 3 heures. La post-combustion, ça concerne le moteur. Donc c'est un deuxième moteur qui est rajouté derrière le premier, qui permet d'augmenter la force, la poussée qui va permettre à l'avion d'accélérer ou
de tourner plus serré dans un combat aérien. Tous les avions de chasse ont ce système. Ça permet effectivement, à la demande du pilote, d'augmenter instantanément la poussée. Et donc, pour ce faire, on consomme beaucoup plus de pétrole. On envoie du pétrole à l'arrière du moteur qui est brûlé et qui augmente à ce moment-là les performances du moteur. Certains ont vu ça sur les avions d'ancienne génération, comme par exemple les Mirage 3, les Mirage 2000, les Mirage F1. Pour pouvoir aller à grande vitesse, il était nécessaire d'avoir un cône dans l'entrée d'air qui adaptait l'onde de choc. Là, on commence à rentrer dans la partie technique, mais dès qu'on passe la vitesse du son, l'avion a tout un tas d'ondes de choc un peu partout il y a des arêtes, et il est très important pour l'alimentation en air. C'est exactement comme un moteur de voiture qui doit être bien alimenté en air. Pour alimenter correctement en air les réacteurs, il faut que ces entrées d'air soient toujours bien dimensionnées, et cette souris avait pour effet de rentrer et de sortir en fonction de la vitesse. Cet avion, le Rafale, a une caractéristique très intéressante. Il a 16 points d'emport. Donc avec 16 points d'emport, on peut emmener vraiment beaucoup de choses. Et pour le standard F1 pour les marins, c'est cette configuration avec ou sans bidon qui a été retenue, puisque c'est un avion, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est essentiellement dédié à l'AER, au combat aérien. Et puis il y a, de ce côté-là, on voit des missiles RR. Donc vous avez 2 missiles électromagnétiques qui sont des missiles longue portée, des MICA. Alors la caractéristique aujourd'hui de ces MICA, c'est que ce sont des MICA d'entraînement qui sont exactement les mêmes missiles que les missiles réels, si ce n'est qu'ils n'ont aucune charge militaire, il n'y a pas d'explosifs et on ne peut pas les tirer, il n'y a pas de propulseur non plus.